Rebonjour tout le monde à ceux que je n'ai pas vus. Je suis Sébastien Lecorfeg, le cofondateur de la West Web Valley. Il faut parler non plus de West Web Valley aujourd'hui, mais de Explore. On a changé de nom, donc c'est un fonds d'investissement régional. Il y a à peu près 80 millions sous gestion dédiés à l'innovation. Et puis au global, on a 650 millions d'euros sous gestion. On investit pas mal du côté de Nantes, notamment chez Thomas de Guest Suite que j'ai vu tout à l'heure, Simon aussi qui est intervenu ce matin de Scribe, Loyoli, Avolois, Mister Suricat. Donc on est assez présent sur le territoire et aussi un jeune entrepreneur comme Antoine Scholl et Johan. On est investisseurs aussi chez Shopopop. Autour de moi, pour cette table ronde où on va parler donc financement, donc financer sa start-up en temps de crise, j'ai Bérangère donc d'Astérion, donc entrepreneuse à la base, aujourd'hui cofondatrice d'Astérion. Un petit pitch en 30 secondes. Volontiers, merci. Astérion, donc Astérion Venture, qui est un fonds de venture capital, fondé d'abord sur du club deal, qui finance des startups à impact en amorçage. Voilà, on existe depuis 2 ans et demi, 3 ans, et on a financé une vingtaine de startups, tous secteurs confondus, autour de l'impact. Parfait, merci pour ce beau pitch. Eric, alors côté CIC, aussi un petit pitch de 30 secondes. Le CIC du côté de Nantes, ça donne quoi? Merci. On m'entend? Oui. Eric Alves, écoutez, je suis directeur d'une agence entreprise qui accompagne au CICES, qui accompagne les entreprises et les sociétés innovantes. Et on accompagne les entreprises réalisant entre 0, alors pas 0 to 1, mais 0 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, sacrée fourchette. Il y a de quoi faire. Et un petit jeune, donc entrepreneur connu sur Nantes, Antoine. Où en est-on justement de Shopopop, ta belle structure que tu as confondée avec Johan Rico ici dans la salle? Alors Shopopop, c'est une boîte qu'on a créée du coup en 2015, donc qui a commencé à avoir 9 ans. Je ne sais pas si c'est l'âge de la raison, mais en tout cas on a fait plusieurs étapes dans la vie d'une startup et ça fait super plaisir de pouvoir repartager cette expérience du début. Et ça va nous servir de fil rouge tout au long parce que tu es passé par toutes les cases du financement. Et notamment du coup de pouvoir retransmettre, de repartager ça et puis aussi essayer de reboucler avec une nouvelle initiative qui s'appelle Premier Étage. On a rassemblé une quarantaine d'entrepreneurs de la région nantaise pour financer les jeunes pousses. Donc vraiment essayer de lancer cette roue. Ouais, tu as 2 casquettes effectivement, et la première pour pouvoir être aujourd'hui business angels avec Premier Étage, il a fallu du coup faire un tout petit peu de cash out notamment avec Shopopop. Tu vas essayer de nous raconter justement tout ça. Comment tu t'es financé, les premières étapes, comment ça s'est passé? Alors les toutes premières étapes du financement, un peu comme toutes les boîtes de la Terre, en fait. Alors d'abord, on prend un peu ce qu'on a dans le porte-monnaie. Quand on sort des études, on a bossé 1 an, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, pour nous, c'était autour de 10K à peu près qu'on avait, qui est parti très très vite du coup. Et ensuite, on est allé voir des banques. Des banques qui nous ont prêté, je crois que c'était dans l'ordre de 70 000 euros. 2 banques qui nous donc Crédit Mutuel Arkea et ici, et du coup qui nous ont permis d'avoir un premier début d'amorçage avec 70 000 euros. Et à l'époque, du coup, c'était pas la crise, c'était facile d'avoir de l'argent avec les banques à cette époque? Alors on est en 2015, alors c'est pas comme aujourd'hui, mais c'était pas comme il y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que le système bancaire était pas aussi au fait de qu'est-ce qu'une start-up, qu'est-ce qu'un business model où il y a très très peu de chiffre d'affaires, comment on va aller derrière se financer en capital et tout ça. Donc on était un peu dans un peu l'antichambre des moments où toutes les banques ont créé leur propre structure liée à l'innovation. Parce que je me rappelle d'un premier rendez-vous à la Banque Pop sur l'île de Nantes, c'était lunaire comme rendez-vous. Alors aussi bien de mon côté que du sien, hein. Faut reconnaître que moi je n'étais pas non plus au taquet. Et voilà. Et au bout d'un moment, ça commence à se rencontrer. Et donc, voilà, l'écosystème bancaire a bien progressé. Et justement, la posture que tu avais, si déjà tu aurais concrètement un premier conseil, tu dis tu n'étais pas au top à l'époque. Quelle posture il faudrait avoir pour toi, selon toi, aujourd'hui? Oui. Déjà, il faut trouver le bon interlocuteur qui puisse être un peu au courant de à qui il faut parler dans telle ou telle banque. Puisque finalement,
la banque, c'est un métier avec plusieurs verticales, plusieurs interlocuteurs. Et c'est pas mal d'aller se renseigner auprès des différents acteurs de l'écosystème, comme ici lundi, H7, la cantine et autres, qui connaissent les interlocuteurs au sein de toutes les banques, qui comprennent l'innovation. Et donc, comme ça, ils auront une oreille plus attentive à ce qu'ils ont à faire. Et même après, les accompagnements qu'il y a à faire entre le tout début, l'amorçage, alors de 0 à 100 millions, c'est énorme, mais de passer déjà de 0 à peut-être 1 million, c'est déjà beaucoup. Et les gens qui suivent ça, c'est pas forcément les mêmes. Et ceux qui passeront après non plus. Faisons justement une petite pause de ce fil rouge du financement de Shopopop. Eric, Antoine a parlé des banques. Aujourd'hui, je pousse... Pas du CIC West. Hein. Ouais, mais justement... Ça, c'est une blague. Je peux en parler, mais bon. si, ça nous intéresse. D'abord, il va faire son petit pitch là-dessus, et ensuite, tu vas dire ton regard aussi là-dessus. C'est bien qu'il y ait un tout petit peu de débat, mais Eric, plus sérieusement, une start-up aujourd'hui pousse la porte du CIC. Comment ils sont reçus en 2024 Est-ce que la porte est grande ouverte pour les start-up ? Alors, je ne vais pas dire non. Bien sûr que oui, elle est ouverte. Preuve en est, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on accompagne les startups. Je dirais même que ça fait 3 ans que je dis que ça fait 10 ans. Et donc, on a 3 chargés d'affaires en fait innovation basés à Nantes, dédiés uniquement à l'innovation. Donc, on est bien effectivement volontaire encore pour accompagner les startups parce que il faut que j'alimente mes chargés d'affaires. Mais au-delà de ça, en fait, on est persuadé que les startups d'aujourd'hui, on y trouvera nos ETI de demain. Donc effectivement, on est très pushing sur l'innovation. Après, effectivement, dans un contexte actuel qui est un peu différent, où on viendra davantage vous challenger sur les BP et sur certains critères financiers. D'accord. Il y a un pourcentage aujourd'hui de dossiers refusés qui sont OK. Non, mais on va essayer d'être concret, d'aller au fond de ce problème de financement aujourd'hui des startups. Je dois rester neutre par rapport au fonds d'investissement. Hein, c'est toi qui devras répondre, Bérangère. Mais on va essayer d'avoir un vrai débat constructif. Je vais pas donner de pourcentage parce que en fait, je ne les ai pas. Effectivement, on est plus exigeant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un dossier, on cherche une solution. C'est-à-dire que, en fait, certains dirigeants viennent nous voir comme avant 2020, où effectivement, je dirais, la croissance était pléthorique, pas de crise d'Ukraine, pas de crise énergétique. Enfin voilà, on n'avait pas tous ces éléments-là. Les PGE sont passés par là également. Il faut savoir que ça a été des fois utilisé comme des levées de fonds, alors que vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, c'est bien une dette qu'il faut rembourser. On est passé en phase d'amortissement, donc ça complexifie les sorties de crédit. Ça vient charger effectivement le cash burn. Donc on est vigilant par rapport à ça. Et pour vous répondre sur la partie est-ce qu'on en fait plus avant que hier, je vous dirais que j'ai les chiffres en tête sur les montants de crédit qu'on a pu distribuer alors sur mon agence. À 500 000 euros près, on a distribué 10 millions d'euros de crédit sur l'innovation uniquement l'année dernière, et on en a distribué 9 millions, sur l'année dernière, sur 2022, et on en a distribué 9,5 millions. Je savais que tu allais me poser la question, donc je suis venu avec quelques chiffres quand même. 9,5 millions sur cette année 2023. Effectivement, avec un peu moins de dossiers, on a davantage accompagné de la PME innovante, parce qu'effectivement, on a des sociétés aujourd'hui innovantes qui sont en phase d'accélération et de maturité, on va dire, même s'il y a encore une phase de croissance. Et donc, on met des plus gros tickets. Par contre, on n'a pas eu beaucoup de startups qui sont venues nous voir. D'accord. Beaucoup moins qu'avant. On travaille beaucoup avec Atlampol, par exemple, et ils nous ont envoyé beaucoup moins de dossiers. Donc voilà, sur la startup, on a vu moins de dossiers, mais on a fait autant de crédits qu'avant. Justement, le deal flow peut-être est un petit peu moins dense aujourd'hui. Dans la salle, qui lève des fonds aujourd'hui ou qui recherche des solutions de financement auprès de banques ? Ouais, ok. Les chargés d'affaires sont dans la salle, hein, n'hésitez pas. Antoine, tout à l'heure, tu taquinais à tout tu et Eric par rapport au CIC. Je pense qu'il y a un avant et un après lorsque les startups sont rencontrées. Parce qu'en fait, la blague, c'était vraiment pour illustrer le côté où les gens n'étaient pas encore formés ou en compréhension de ce que c'est. En fait, on n'arrivait pas à avoir un rendez-vous. Alors, le CIC, pas tout seul, hein, mais je ne vais pas faire une énumération de noms de banques, mais il y en avait très peu en fait qui nous dès le début et en vrai ça a été
le Crédit Mutuel et la Banque Pop, qui ont été les premiers à... Crédit Mutuel, c'est vos cousins, donc ça va. Hein. Mais Ils sont dans la salle, je vais rien dire. le fond, c'est de se dire qu'à cette époque-là, c'était pas encore... Tout le monde n'avait pas sa personne, et t'envoyais un mail et tu te faisais renvoyer bouler. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, quoi. Ils sont plus enclins à nous prêter de l'argent, c'est sûr. Mais c'était plus galère. Et oui, pardon. Et Tu précises pas quand on a Et donc prêté le quand même. CIC, oui, donc le CIC, on doit faire une partie de votre Merci, portefeuille là. ouais, justement, on va avancer dans l'aventure de Shopopop parce que là, effectivement, on est sur des phases, ce qu'on appelle dans notre jargon de pré-seed. On est au début du début. Et justement, Eric, aujourd'hui, lorsqu'une start-up vient te voir, c'est quoi au niveau du financier, c'est en moyenne, c'est combien d'argent qu'ils demandent Sur une start-up. Ouais. Antoine a cité un ticket, effectivement. Alors c'est toujours dur de donner une fourchette on peut pas parce faire que généralité. après je vais avoir des demandes et on va pas comprendre pourquoi je prête pas, mais je vous expliquerai si c'est le cas. Les tickets aujourd'hui qu'on met sur des premiers projets d'accompagnement vont entre, alors ça commence toujours à 0, on va commencer à 1 plutôt cette fois-ci, et jusqu'à 100 000 euros. On est assez à l'aise pour accompagner un projet. Après, il y a beaucoup de critères à balayer. Déjà, je ne vais pas les détailler. On pourra les détailler plus tard si vous le souhaitez. Mais c'est pas, voilà, les premiers tickets entre 0 et 100, on est assez à l'aise pour pouvoir accompagner effectivement un projet start-up, même sans levée de fonds significative. À partir du moment où on va chercher des aides qui sont à disposition en région, il y a beaucoup d'aides. Il y a BPI, il y a différentes choses, de la Love Money. La poche, effectivement, aussi. Donc voilà, et on arrive à faire des petits tickets d'accompagnement en premier ticket. Ouais, et vous êtes rassuré justement lorsque y a cet engouement de certains business angels ou des BPI French Tech qui tamponnent les dossiers. Tout à fait. Nous, on accorde beaucoup d'importance à ce que les startups soient accompagnées par l'écosystème, et si elles ne le sont pas, de façon, on les oriente vers l'écosystème. C'est aussi notre rôle. Je parlais d'Atlampol, mais effectivement. Il y a BPI, il y a la région, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour accompagner l'innovation. Je pense que c'est une vraie volonté régionale et nationale d'accompagner l'innovation, et nous, on s'inscrit dans ce cadre-là. Ok. Antoine, on continue d'avancer dans l'aventure Shopopop pour bien comprendre tout ce qui est financement. Donc là, on est en 2016 à peu près. Alors, il se passe quoi en 2016 dans cette longue aventure Alors 2016, 2015, 2016, 2017, ces années. Alors tout à l'heure, tu parlais de traversée du désert. Alors je pense que c'est un très très bon terme. C'était vraiment des années compliquées. Un peu de contexte, il y a combien donc Shopopop, il y avait combien de GMS, tout ça, pour essayer d'illustrer un peu. Ouais, au début, on n'avait même pas vraiment de magasin. On essayait de faire travailler, on cherchait vraiment notre marché. Donc à l'époque, il fallait faire ses courses sur un site e-commerce, ensuite aller sur le site de Shopopop, demander sa livraison, payer sa livraison. Enfin, c'est l'enfer. Hein. Personne veut ça dans un parcours. Et ce qui fait que on avait assez peu de traction. Et il y a un jour, il y a un Super U, un Intermarché qui se sont dit tiens, moi je fais déjà des livraisons, je vais essayer d'en passer quelques-unes avec Shopopop. Et ça s'est très bien passé. Alors bon, Yohan et moi, on a quand même fait pas mal de livraisons nous-mêmes. Mais petit à petit, là, la communauté a pris, la confiance s'est créée, puisque en fait, de confier ses courses à un inconnu, c'est pas très intuitif. Et donc, il a fallu convaincre. Et petit à petit, ça s'est fait. Et là, pour vous donner à cette époque-là, on faisait quelque chose comme 200 livraisons dans le mois. Et là, on a passé le cap du milliard d'euros de courses transportées. Alors ça fait beaucoup de caddies, mais c'est un peu l'ordre de grandeur qu'on a, d'où on est parti, c'était 0, et puis maintenant, c'est beaucoup plus gros. En termes de courses transportées, mais le nombre de livraisons. Le livraison, ouais, à ce moment-là, on était à 200 par mois, et là, on est à 300 000 à peu près par mois. Ouais, ce qui est énorme. Donc, alors, on en est où sur le financement? Tu commences à être confronté à te dire, tiens, il faut que je pousse la porte de fonds d'investissement, de fonds régionaux ou nationaux. Alors, on a eu une phase où aussi on a voulu pousser des portes parce que d'une part, on n'avait pas de thunes, donc il fallait en trouver. Les banques, il y a une histoire de fonds propres qui fait que, au bout d'un moment, les banques ne peuvent plus prêter, c'est normal, c'est les règles du jeu, mais il faut les connaître. Et donc, il a fallu aller faire de l'apport en capital, donc aller rencontrer des business angels, des fonds. Donc c'est ce qu'on a fait notamment en 2016 et 2017, et ça n'a pas marché en fait. On a loupé notre première levée de fonds. On a été
assez mal accompagné et du coup ça a foiré. Donc on parle souvent de lever, donc c'est super important de bien s'entourer, d'avoir un bon lever si c'est nécessaire. Maintenant, les parcours de financement, notamment ce qu'on appelle en early stage, donc on va dire jusqu'à 1 million d'euros, c'est quand même assez bien fléché. Les fonds qui sont capables de fournir ce type de financement sont assez bien fléchés, sont aussi connus par l'écosystème, et il y a beaucoup de ponts entre ces fonds et des événements comme aujourd'hui ou d'autres moyens d'être en contact avec ces gens-là. C'est pas juste des gens qui sont cachés dans des bureaux que seuls des leveurs connaissent. Donc ça, faut bien avoir ça en tête. Une fois que les tours augmentent, la structure d'un tour de table est beaucoup plus complexe et du coup là il y a le besoin d'accompagnement diffère. Donc effectivement on a réussi à se financer dans un premier temps avec Bambou, Pays de Loire Participation, donc Bambou, réseau de business angel nantais, Pays de Loire Participation, donc la région, de l'argent public. Et ensuite l'arrivée des premiers fonds, donc West Web Valley, Go Capital. Donc c'est une petite fierté chez nous d'avoir réussi à le faire en local, en Bretagne, pour pouvoir, en Bretagne ou Pays de Loire, mais d'arriver à faire ce truc en local. On a un peu cette fibre de campagnard, et du coup, plus longtemps on peut rester hors de Paris, le mieux c'est. Donc, et c'est possible, même si on n'est pas juste un convaincu un peu. Voilà, c'est possible à faire. Et donc là, on a la vision du start-upper qui pousse la porte des fonds. Bérangère, aujourd'hui, comment ça se passe lorsque tu vois quelqu'un qui pousse aussitôt la porte d'Asterion Alors, moi, j'apporte 2-3 petites nuances au propos. Bien sûr. Le ticket d'1 million en early stage, c'est un ordre de grandeur. Sachez que nous, donc typiquement, on est un fonds d'early stage, nos tickets varient entre 500 et 3 millions. Pour du seed, parfait, donc des gros seed, mais ça varie en fonction évidemment de la typologie de la start-up. Évidemment, on ne parle pas des mêmes tickets quand on parle deep tech, industrie, etc., biotech, que quand on parle du retail ou d'une SaaS. Voilà. Donc, en tous les cas, comment ça se passe quand nous, on reçoit des startups? Alors évidemment, il y a un process assez classique auprès des fonds d'investissement, donc un dépôt d'un deck, donc une jolie petite présentation qui explique les points clés de votre business plan, de votre activité, de votre traction. Et effectivement, le plus important, ça va être prouver en fait que vous avez une création de valeur réelle. Pour faire ça, il faut évidemment nous montrer qu'il y a un produit ou en tout cas un début de produit qui est performant, pour avoir une notion de performance, soit ça va être un produit qui est encore en R&D, et évidemment il faut nous montrer quelques aspects technologiques du produit, soit évidemment le board scientifique technologique qui peut accompagner, soit évidemment la traction commerciale. On n'est pas obligé d'aller chercher une traction absolument démesurée pour obtenir ne serait-ce qu'un pré-seed. Et aujourd'hui, j'apporte aussi un peu d'optimisme volontairement. On est encore, malgré le fait qu'on parle beaucoup de crise et que les levées de fonds ont été assez moindres en 2023, puisqu'il y a eu 40% de moins qu'en 2022. Combien de decks tu reçois par semaine ou Alors par mois? nous, le deal flow, il est assez énorme. On Ouais. produit toujours autant de startups en France, malgré la baisse de la levée de fonds. Nous, on peut avoir jusqu'à 200 decks par mois. 200 decks par mois. Donc Sachant qu'on est vous imaginez que dans l'impact. l'importance du deck, et vous recevez pas tout le monde, forcément, c'est impossible. Ça, c'est sûr que non. On a financé donc une vingtaine de startups, là, 20 startups en 2 ans et demi, 3 ans. L'objectif étant d'en faire, dans la mesure du possible, une par mois. On y est presque. Voilà. Et nos tickets moyens sont des tickets d'1 million d'euros. Alors effectivement, on a dans notre portefeuille beaucoup, et de plus en plus d'ailleurs, des entreprises industrielles. Il faut savoir que c'est quand même, les plans de réindustrialisation en France en témoignent, c'est vraiment une vraie vague de réindustrialisation qui est en train d'arriver, et notre deal flow vraiment est très représentatif de ça. C'est ça qu'il faut comprendre aussi lorsque vous allez pousser la porte d'un fonds d'investissement. Il faut comprendre qui est derrière aussi, ce que vous recherchez. Par exemple, là, de ce que l'on comprend à demi-mot, tout ce qui est SaaS, à l'époque, par exemple, Antoine avait un outil où on avait le logiciel qui allait bien. Aujourd'hui, les secteurs
indicateurs phares que vous regardez, c'est de l'impact. Alors nous c'est notre spécificité, Oui, c'est-à-dire oui. qu'en fait, on a une proposition de valeur qui est assez différenciante au sens où on est un VC dans l'amorçage, dans l'impact. Donc ça, c'était déjà assez neuf. Et puis on réunit des business angels, donc on fait du club deal, c'est-à-dire que on a des business angels en fait qui sont pour majorité des entrepreneurs à succès ou des membres de Comex ou des experts secteurs. À qui on propose des dossiers en fonction de leur appétence et compétences. On leur demande d'investir et du temps et de l'argent dans les entreprises. Et donc ceux qui sont partants, on les réunit dans une holding et ça crée un seul actionnaire au capital. Donc c'est la force du fonds et la force de l'investissement des business angels individuels. Bon, ça c'est pour le modèle. Et donc en réalité, ce modèle-là est très pertinent avec l'impact. Parce que dans l'impact, il y a des business models un peu différents, parfois un peu plus lents. On parle évidemment encore plus de ça dans la deep tech, l'industrie, etc., puisqu'on est sur des états de l'art beaucoup plus longs. Mais donc du coup, en fait, il faut effectivement pouvoir accompagner de manière un peu spécifique les entrepreneurs. Et donc c'est notre promesse, c'est vraiment prendre soin des entrepreneurs qui réparent le monde, entre guillemets. Et alors on a par contre agnostique en termes de secteur, c'est-à-dire qu'on couvre tous les secteurs possibles, du moment que les entreprises sont transformatives d'un maillon de la chaîne de valeur pour plus de responsabilité. Mais c'est vrai que pour illustrer ton propos, ce que l'on a pu voir ces derniers temps, c'est à l'époque d'Antoine, on voyait beaucoup là, ce qu'on appelle le coq rouge. Il y avait beaucoup de SaaS. On est au début de la French Tech. Puis on a vu beaucoup de choses autour du coq vert, tout ce qui était green tech. Et puis là, on voit, et tout à l'heure, Romain de TechCrunch le disait vraiment de façon très, très intéressante, on commence à avoir plus d'emballement autour du coq bleu, donc tout ce qui est industrie. Et c'est vrai que si vous avez des projets autour de l'énergie, c'est des choses que les fonds regardent plus, mais toujours compliqué de faire des généralités, mais il faut vraiment comprendre qui vous avez en face de vous. Est-ce que vous êtes sur une chasse aux licornes, par exemple, du côté d'Asterion ? Alors pas du tout, et c'est justement ça aussi que j'aimerais passer comme message relativement au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est qu'en réalité, là où il y a crise, c'est justement auprès des entreprises qui veulent être des licornes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent plus difficile de trouver des financements à partir des séries B, C et plus, mais finalement pas tant en amorçage. Et encore moins effectivement dans l'impact, parce qu'on est vraiment dans l'air du temps. On est vraiment tout ce qui est, comme tu as dit, deep tech, climate tech, green tech. On est vraiment plein dedans, industrie. Transition énergétique, effectivement. Il y a également l'IA, et l'IA posera un peu plus de questions, parce qu'il y a encore des valorisations qui peuvent être un peu stratosphériques, mais tout le monde, et y compris ceux qui avaient pour coutume avant de financer un peu plus des séries de grosses et qui faisaient la chasse aux licornes, vont être maintenant très sensibles à financer plutôt des entreprises qui recherchent la rentabilité. Voilà. L'objectif, c'est de financer moins, mais mieux. Et donc, on valorise, même déjà dès l'amorçage d'ailleurs, des entreprises qui apportent une vraie création de valeur et qui ont un runway un peu plus long, donc une capacité de financement non plus de 12-18 mois, mais plutôt de 24-36 mois pour éprouver leur business model. Voilà. Et Eric, côté banque, vous avez aussi cette grille de lecture où il y a un peu un changement au niveau des thématiques ou pas ? Oui, effectivement, on voit davantage. Alors, je rejoins Bérangère. On voit davantage de projets industriels et on a fortement besoin des fonds parce qu'effectivement, c'est des projets très capitalistiques. Et les projets industriels sont des fois aussi à impact et énergétique. On en voit beaucoup. Effectivement, les projets à impact, en fait. Alors, nous-mêmes, on a de l'appétit pour les projets à impact, mais on en voit de plus en plus. Et c'est vrai que dans la transition qu'on est en train de vivre, on a la volonté d'accompagner ce type de projet. Après, voilà, on regarde les différents critères, mais c'est des sujets effectivement qu'on regarde. Et les sujets industriels, effectivement, voilà, nous, première étape, deuxième étape, on y arrive. Et après, on a vraiment besoin des fonds parce qu'on a souvent des projets de CAPEX qui sont très importants et on a besoin d'être accompagné là-dessus. On a besoin de tout le monde là-dessus. Et Antoine, je te demande de prendre ta casquette premier étage. Du coup, après, on restera sur le fil rouge de Shopopop. Mais est-ce que vous avez cette même grille de lecture à premier étage là-dessus ? Alors, je vais juste finir boucler sur Vas-y. la partie levée de fonds. Ça, s'il y a un conseil que je peux vous donner, parce qu'il y a pas mal de boîtes qui oublient un peu ça, parce que quand tu fais une levée de fonds, c'est ultra chronophage, c'est ultra pénible.
tu bouffes de l'Excel, du deck, du tout ça. Enfin, c'est consistant comme exercice. 6-9 mois, pensez pas moins. Et ensuite, il faut aller directement aller voir son banquier au CIC pour pouvoir récupérer de la dette, pour pouvoir aller gonfler en fait son portefeuille pour C'est du non dilutif. C'est exactement important. du non dilutif. Et en fait, plus vous avez de thunes, plus on vous en prête. Donc, gardez ça en tête. Ouais, ne tardez surtout pas. On a vu Et des startups. Je vais pas Attendez citer un de an, nom. quoi. Et ouais, comme dit Antoine, faut y aller tout de suite. Ouais. Direct au charbon, on retourne. En plus, vous serez bien accueillis. Ouais. Ce qui est moins le cas quand vous avez plus d'argent. Donc voilà. C'est vrai que si je peux rajouter quelque chose, effectivement, la visibilité cash est très importante pour nous et effectivement, on a changé un peu notre curseur, mais pas tant que ça au final, parce qu'il y a des usances et il y a toujours des exceptions aux règles. Hein. Et c'est vrai que notre curseur qui était avant en visibilité cash à 18 mois, effectivement, on l'a passé, alors, tu dis 36, nous à 24, voilà, c'est 24 mois. Après, on peut faire moins, mais ça, sur du plus petit ticket, sur du gros ticket, on demandera effectivement une visibilité cash 24 mois. Et la levée de fonds, effectivement, est très importante. Et souvent, quand vous avez fini une levée de fonds, si votre cash burn est important, pensez déjà à la deuxième. Et venez pas nous voir un an après avoir levé les fonds. On aura plus de mal parce que vous aurez déjà cramé peut-être une partie de cette levée de fonds et donc on pourra vous en mettre moins. Voilà. Et vous intervenez seul ou il y a l'histoire de pool bancaire, je pense, c'est important parce que c'est là que je dis un petit mot pour le crédit mutuel. Non mais c'est vrai qu'une start-up, souvent on se dit bah tiens j'ai un banquier de confiance et puis Antoine et Johan au moment qu'ils ont fait leur tour successif, bah, vous avez ouvert à d'autres banques. Ça je pense que c'est un levier important. Ouais. Ouais, très tôt dans le démarrage de la boîte, même pour ces 70K ou 100K, je ne sais plus tout à fait le montant, pour être franc. Et en fait, il y avait deux banques dès le début, parce que y a des questions de risque qu'elles ne veulent pas prendre. Alors, elles sont aussi backées par la BPI derrière ou le fonds européen, peu importe. Donc, il y a aussi des sécurités là-bas. Et après, plus les tours augmentent, plus il faut rajouter des partenaires bancaires. Je pense qu'aujourd'hui, on doit en avoir 5 ou 6. Et voilà, il ne faut pas hésiter à aller en voir beaucoup. Puisque encore une fois hein, c'est un peu le cliché, mais plus on a de l'argent, plus on vous en donne, donc gardez ça en tête. Nous on a coutume de voir des ratios de 1 pour 1, donc 1 fonds propres, 1 dette. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai, et même nous on espère dans la plupart de nos projets qu'ils aillent chercher du 1 pour 2, et dans les projets industriels on arrive à faire même du 1 pour 3 dans certains cas. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à y aller. Et je corrobore ce qu'a dit Antoine, parce que même nous, en termes de communication, en transparence, vis-à-vis de nos startups, on leur demande, si possible, d'attendre pour communiquer sur leur levée, même d'equity, d'avoir obtenu leur non dilutif pour communiquer sur un montant global de levée. Ah ouais. Et Eric, par rapport à tes confrères des autres banques, vous parlez tous comme nous, fonds d'investissement, on se parle tous. On est d'accord qu'il ne faut pas pipoter, même version pour tout le monde. Alors juste, je rebondis sur effectivement ce petit ratio de levée et levée de fonds et dette. C'est vrai que je veux faire une petite parenthèse là-dessus. C'est effectivement 1 pour 1, 1 pour 2. Un levé de fonds, deux de dette, on est capable d'y aller, mais plus difficilement en ce moment. Mais il faut quand même pas oublier que si vous faites des pertes, vous venez impacter vos fonds propres. Et du coup, il faut quand même... nous, on a besoin d'avoir aussi un ratio dette brute sur fonds propres raisonnable. Et je ne donnerai pas de niveau. Excuse-moi, du coup, la question... Ouais, non, tout ça pour dire que lorsqu'il y a des poules bancaires à monter... Oui, pardon. Oui, effectivement. Alors, quand on considère qu'on est un peu... on s'expose un peu trop, même sur un premier ticket. Des fois, on vient nous chercher pour des premiers tickets à 150, 200, et qu'on considère qu'effectivement, on souhaite y aller, mais pas seul. Alors déjà, on indique à la start-up et aux dirigeants de partager le dossier, que nous, on ira effectivement pour 50%, 30%, enfin peu importe. Alors, on se connaît beaucoup. Les chargés d'affaires innovation se connaissent très bien entre eux. Ils se croisent sur beaucoup de dossiers. On partage beaucoup de dossiers. Ils boivent des coups ensemble. Aussi, il paraît. Moi, je ne sais pas. Ça, je ne le vois pas. Mais effectivement, alors, c'est vrai que le Crédit Mutuel faisant un peu partie de la maison, on partage beaucoup de dossiers avec eux. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi d'autres intervenants. Ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement, n'allez pas voir un chargé d'affaires classique
allez bien voir un chargé d'affaires innovation. Parce que même nous, chez nous, si vous vous retrouvez dans une agence lambda, que vous faites le chargé d'affaires professionnel, il va peut-être vous faire le premier ticket. Mais il va peut-être mal vous le faire. Et que du coup, quand le dossier arrivera chez nous, on aura du mal à mettre le deuxième ticket. Parce que la maturité de la dette n'aura pas été bonne, parce qu'il nous aura collé un différé de 3 ans, et que quand vous revenez nous voir 1 an ou 2 ans après, qu'il faut remettre une dette alors qu'on n'a pas commencé à amortir la première, c'est compliqué pour une banque. Ouais. Voilà. Antoine, on avance dans l'aventure Shopopop. On arrive du coup à une phase où il faut encore un peu plus d'argent. L'Europe s'ouvre à vous. Et donc, du coup, les fonds régionaux, c'est bien. Mais il faut aller chercher un peu plus loin. Il faut des plus gros. Ouais. Tout à l'heure, tu as mentionné à peu près la hauteur de West Web Valley. Un fonds, c'est 40, à peu près 45 ou... Ouais, le premier fonds 2. était à 35 millions, le deuxième à 45 millions, et on met des tickets entre 200 000 euros et 1 million d'euros sur un premier tour, et on peut monter jusqu'à 3,5 millions par ligne. Ouais. Voilà. Non, c'est pour repréciser les ordres de grandeur et les questions qu'il faut poser quand on va voir un fonds. C'est un peu combien tu pèses. Et parce qu'ils vont vous demander des trucs, il faut aussi leur demander des choses de l'autre côté. Parce qu'en fait, vous devez toujours avoir le fonds qui est au bon moment pour vous emmener plus loin. Donc, si vous avez besoin je sais pas, plusieurs fois, admettons 1 million d'euros, je peux aller voir Epopé ou Explore ou Goka, enfin des fonds locaux, parce qu'ils auront cette capacité-là à faire. Par contre, au deuxième tour, ils pourront remettre une fois, mais voilà, la limite, elle est autour de 3 millions. Faut le savoir. Et un peu un ordre de grandeur, un peu vite fait peut-être, mais c'est de se dire que vous n'aurez pas plus de 10% du fonds. Donc si le fonds fait 40, vous n'aurez pas plus de 4 millions. Donc dans votre projet, dans vos projections, il faut garder ça en tête pour avoir toujours après le coup d'après. C'est-à-dire que nous, les 2 premières levées, la deuxième et la troisième, du moins, on a pu les faire exclusivement en local, mais sur la dernière levée, donc on a levé 20 millions d'euros, on ne pouvait pas reprendre avec que tout le monde soit en fonds de cale. Et d'ailleurs, on a refusé des term sheets parce qu'en fait, les fonds ils nous mettaient 10% de leurs fonds. Donc on savait qu'au tour d'après, on allait être embêté. Donc on est allé chercher un fonds parisien qui s'appelle Meridiam, qui lui a pas 30 ou 35 millions, mais a 300 millions. Donc on sait qu'ils vont pouvoir nous mettre jusqu'à 30 millions, toujours à peu près les mêmes maths, pour pouvoir aller chercher des ambitions plus grandes. On va les chercher, on ne va pas les chercher, on en reparlera, mais en tout cas, on sait qu'on a cette perspective-là. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Par contre, d'aller voir ce fonds-là, quand vous avez besoin juste de 1 million, c'est ridicule, parce qu'en gros, ils ne se penchent pas pour ça, en fait. Faut bien comprendre que autant ils vont mettre 30 000, jusqu'à 30 millions, mais ils ne mettront jamais moins de 5 ou 7 millions. Donc même si vous avez un petit ticket, ça ne les intéresse pas. C'est un peu frustrant quand on est entrepreneur, on se dit s'il a tout ça, il peut bien me mettre un petit peu. Non, ils ont des rationnels économiques aussi qu'il faut bien comprendre pour pouvoir discuter et en fait pas être frustré toute sa journée, quoi. Ouais. Et donc, tu es confronté à des multiples. Je ne vais pas te parler de tes multiples à toi, mais Bérengère, on en est où aujourd'hui, en 2024, des multiples des différents secteurs, tout ça qu'est-ce que tu peux nous dire pour les aiguiller au maximum là-dessus, ouais. Alors, nous, on a une logique qui est encore une fois propre à l'impact et notre volonté aussi d'être evergreen, ce qui est assez rare. Donc, le evergreen, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on n'a pas d'horizon de sortie. La plupart des fonds fixent un cap en fait de sortie, donc de liquidité. Ils veulent retrouver leur liquidité à 5 ou 10 ans en règle générale. Et nous, ça n'est pas le cas volontairement pour permettre en fait au projet d'aller au bout. Et on sait que ça demande du temps. Et effectivement, on veut aussi pouvoir les accompagner à chaque étape de leur développement de la meilleure façon. Donc nous au début, puis après on a monté un petit fonds pour la série A, puis après il y aura d'autres qui viendront. En tout état de cause, on a quand même, en choisissant des beaux projets même dans l'impact, la capacité de faire des multiples. Et ce qu'on espère, en règle générale, c'est quand même du 8-10 quoi, en horizon de multiples de revente.
Et c'est certain qu'aujourd'hui, si vous venez voir des fonds avec des projets, je ne sais pas, autour des adtech, ça va être compliqué parce que les multiples ne sont pas forcément bons en sortie, hein, parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne un fonds. À un moment, il y a une sortie industrielle et ça peut coincer à ce moment-là. Aujourd'hui, tout ce qui est fintech, assurtech, ça va encore. Les proptech, c'est à peu près au vert. Bah, l'impact, comme tu le disais tout à l'heure, ça marche fort, mais il faut vraiment avoir cette grille de lecture assez tôt. Ouais. Voilà, c'est un autre point à bien prendre en considération quand vous faites le choix des acteurs avec lesquels vous allez vouloir travailler. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est vraiment autant leur demande la taille, mais aussi leur âge. C'est presque comme du dating. Mais de demander, ton fonds, il a levé depuis combien de temps? Vu qu'il dure 10 ans, si vous êtes déjà à la 3e année du fonds, vous avez plus que 7 ans pour faire le taf. Si il a 6 mois, vous avez vachement plus de temps, et donc vous pouvez un peu respirer davantage. Et donc voilà, et ça c'est un point important. Alors par contre, si le fonds est en fin de période d'investissement, là allez-y sur la valo, parce qu'il doit vraiment investir. Donc vous pouvez aussi penser à ça. Bon, après on est obligé de rien. Ouais, merci. Je comprends l'idée. Et justement là, tu fais le malin, Antoine. Ouais. Je crois que tu es passé donc de l'autre côté. Côté obscur. Ouais. Je te poserai tout à l'heure la question, est-ce qu'un entrepreneur fait un bon investisseur? Mais avec quelques amis nantais, donc vous avez monté premier étage pour pallier à un problème de financement au niveau de l'amorçage des startups. Oui, effectivement. Alors, en fait, dans chaque région, il y a toujours un ou deux fonds un peu historiques, ou plutôt de réseaux de business angels qui se constituent. Et donc, nous, on a voulu apporter une autre option avec beaucoup de gens qui sont dans la tech, donc encore très au fait des sujets. Donc, des fois, on a un peu des temps de réponse un peu longs parce qu'on a des boîtes à gérer. Mais on essaye, en fait, de créer ce système de remettre un peu au pot pour pouvoir créer des nouvelles générations d'entrepreneurs et puis insuffler ce dynamisme. C'est un peu ce qui s'est passé dans la Silicon Valley il y a 10 ou 20 ans, où les premiers ont pu réinvestir et à créer d'autres. Donc on ne fait pas des cash-out en dizaines de millions, mais il commence à y avoir les premières générations d'entrepreneurs qui ont vendu une boîte, qui ont fait un gros tour de table et qui ont pu récupérer un peu de leur cash sur un tour de table et qui peuvent réinvestir dans l'écosystème. Et ça, c'est top en région d'arriver à créer cet endroit où on peut, en toute proximité, et échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont passés par là pas si longtemps que ça avant. Et on pense que ça crée une vraie valeur. Donc on a levé comme ça, entre nous, 450 000 € à peu près, qu'on a investi dans 5 startups. Donc la dernière a eu lieu lundi. Et donc là, on lance un nouveau véhicule pour pouvoir réinvestir dans l'écosystème local. Tu avais eu quelques retours négatifs lorsque tu présentais Shopopop. Là, à ton tour de faire un retour négatif, comment ça se passe? Ça, c'est vraiment dur parce qu'on a été dans les pompes de ceux qui se prennent des bâches. Et en fait, quand on lève des fonds, on se prend quand même beaucoup de portes. D'ailleurs, Sébastien m'en a mis nous deux avant d'accepter. Non, c'est pas moi. C'est mes petits amis. Moi, j'ai toujours été d'un grand soutien. Voilà, donc c'est important et c'est jamais une partie qui est 100% perdue. On peut retourner un peu plus tard, le temps de faire évoluer son business et après, a fortiori, ça marche. Donc, on peut faire ça et du coup, maintenant qu'on est chez Premier Étage, on essaye de faire un feedback le plus honnête possible. Des fois, il est cash parce que en fait, on ne veut pas perdre de temps, donc il faut être aussi capable de l'entendre. C'est un autre sujet. Donc, si vous envoyez des decks, chez nous, on va essayer d'être le plus transparent possible. On a reçu, pour répondre à ta question, une centaine de dossiers. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ça vient finalement de notre propre écosystème. Il y a assez peu de dossiers qui tombent du ciel et qu'on n'avait jamais vus avant, parce qu'on est tous... les 40 qu'on est dans des écosystèmes, on est dans des programmes de mentorat, dans différentes structures qui fait que vous nous croiserez, on est un peu partout. Et du coup, les dossiers sont déjà un peu préqualifiés par rapport à ça. Et donc, après, on a notre petit processus qui ressemble peu ou prou à celui d'un fonds classique au final.
Attention, hein, fonds classique, parce qu'on fait la même chose en fait. Non, voilà. Tout ça. Non, mais c'est intéressant parce que le club deal, nous, on l'a un peu industrialisé entre guillemets, mais c'est la même logique. Et c'est vrai que c'est intéressant. Je vous invite à regarder des modèles comme ça parce que c'est la puissance en fait d'avoir des business angels vraiment compétents en fait qui seront derrière vous. Bon, nous, on le fait via une holding ensuite, donc c'est vrai, c'est là la petite nuance en fait. Entre une enveloppe et vraiment une holding par start-up, etc. Enfin bref, on pourra en reparler si vous avez des questions techniques. Mais en tous les cas, voilà, il y a de plus en plus de réseaux comme ça qui se montent parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'exits et la plupart des entrepreneurs sont trop contents de continuer à créer de la valeur en fait. Voilà, donc je corrobore. Et justement, Bérangère, je vois que le temps file. Ouais. Quel conseil justement en 2024 pour financer sa start-up avec tout le contexte que l'on voit Alors, nous aussi, on soutient les régions. Je trouve ça important de le mentionner puisqu'on est aussi à Nantes, ici, là. Acerion a beau être un fonds qui est à Paris. Comme on est dans l'impact, en tout cas, notre volonté, c'est aussi de valoriser vraiment les territoires. On ne finance que des startups françaises et on a une présence avec nos business angels aussi qui maillent vraiment le territoire. Moi, je suis basée à Nantes et on essaie vraiment de prendre connaissance des écosystèmes régionaux. Voilà, on a des boîtes industrielles qui ouvrent des usines en Bretagne, d'autres qui sont à Marseille, d'autres qui... Voilà, donc c'est hyper puissant et je pense qu'il y a une vraie dynamique aussi là-dedans, en fait, hein, dans la relocalisation globalement. Un conseil ou deux, écoutez, je crois que le plus important, c'est d'être humble et d'être prêt à être entouré. Donc en fait, ça montre que vous êtes en capacité d'écouter. C'est aussi, ça va de pair avec justement les compétences que peuvent vous apporter aujourd'hui des anciens entrepreneurs qui peuvent mettre des tickets chez vous et qui seront contents en fait de travailler à quatre mains. Mais voilà, du coup, c'est la qualité de l'équipe. C'est un vrai mariage. Hein. C'est un vrai mariage. Ouais. Et après, c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, la capacité en fait de proposer un business model avec une vraie création de valeur et capacité de scale et de résilience. Voilà. Donc est-ce que vous avez la possibilité en fait d'anticiper déjà avec un peu de prudence, d'être un peu conservateur, votre cash burn, votre croissance sans faire des envolées comme on a pu voir par le passé des BP complètement délirants, et en même temps quand même nous montrer que vous avez de l'ambition et que vous avez une innovation suffisante pour aller scaler France, Europe, international, etc. Ok, Eric, à part me dire allez voir le CIC, est-ce que tu as un conseil en 2024 sur ces sujets-là? Ouais. Alors pour les startups spécifiquement, effectivement, moi, alors déjà, voilà, adressez-vous à la bonne personne dans la banque que vous allez voir. Donc innovation, ça c'est essentiel pour moi. Il y a un combo gagnant aussi, c'est être accompagné par l'écosystème. Donc, choisissez un expert comptable spécialisé dans l'innovation. Faites-vous accompagner par un incubateur, quel qu'il soit. Bon, nous, on a un partenariat avec Atlampol, donc je le cite. Novapulse, excellent aussi. Village Baïséa. Mais quel que soit l'incubateur, et aller chercher toutes les aides possibles. Et je rajouterais qu'effectivement, ce qu'on vous demandera aussi, et beaucoup les banques en général, je vais parler pour le CIC Ouest, nous, on va beaucoup vous challenger sur les BP que vous allez nous remettre. Effectivement, les BP à x2, x3 de chiffre d'affaires, on y a cru. Mais par contre, on se rend compte, voilà, avec l'historique qu'on a maintenant, forcément, il y a des décalages, il y a toujours des surprises. Et donc, faites des crash tests. Un cas dégradé qui nous permettent de voir quels sont les leviers que vous pouvez avoir pour préserver votre cash. Parce que nous, c'est ça qu'on regarde. C'est voilà, quels sont les leviers pour préserver votre cash le plus longtemps possible. Et c'est comme ça qu'on pourra vous accompagner au mieux, et pas une seule fois, mais à chaque fois que vous viendrez nous voir. Alors pas tous les 6 mois, il faut au moins qu'il y ait 18 mois, on va dire, entre chaque dette, même s'il y a toujours des exceptions. Exception, Antoine et Johan font partie des gens qui ont fait leur BP. Et ça, c'est magnifique. Un coup de bol. Antoine, même question. Quel conseil? Ouais, ce serait de construire en prenant des références. J'ai parlé tout à l'heure d'un lever qui n'avait pas été génial. C'est la même chose. J'ai parlé vite fait des banques, de trouver l'interlocuteur. Parce qu'au-delà du logo,
c'est la personne avec qui on travaille. Et c'est la même chose, tu parlais d'expert comptable, c'est extrêmement vrai. C'est aussi très vrai pour le banquier, c'est aussi très vrai pour les fonds. C'est-à-dire qu'une fois que vous commencez à avoir des premières term sheets, des premières, ou du moins des deuxième, troisième rendez-vous, et que vous sentez que ça peut avancer, demandez à d'autres chez qui ils ont investi pour savoir comment ça se passe. Et notamment quand ça se passe mal. Et ça, c'est super important. Moi, je sais que Go Capital, on a été content d'aller avec eux parce que quelqu'un avec qui ça s'était mal passé m'en a dit du bien. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, poser ces questions-là et prendre de références et pas juste « oui, j'ai fait une fois un truc dans l'innovation et machin ». En fait, c'était juste une ESN. Et du coup, c'est pas du tout le même prisme. Donc, il faut vraiment valider ça. Ok, merci. On peut applaudir très fort Antoine Bérangère et Eric. Merci.